Avant la conclusion par la secrétaire générale, je crois, de l'ADEME, je vais dire un tout petit mot, 2-3 slides sur la stratégie de l'UNM. Donc, finalement, les missions qu'on se propose dans ce projet, c'est d'une part de faire un bon bilan de l'existant en termes de formation numérique qui pourrait être utile au monde de la montagne. Il existe des choses. Elles sont pas très faciles d'accès. Ne serait-ce qu'à l'université de Grenoble, j'ai cherché des formations à distance. C'est difficile d'y avoir accès. Il faut aller au fin fond des portails des différentes unités de formation. C'est pas simple. Toutes ces formations, elles sont pas indexées, elles sont pas regroupées. Donc il y a un travail là d'étude, d'analyse, d'indexation, de diffusion dans un portail cohérent de l'existant. Le deuxième problème, c'est l'étude des besoins non satisfaits. Et là, c'est tous les partenaires, donc les collectivités, les différents organismes, les associations qui sont sur le terrain, les organismes aussi de type Pôle emploi, une association comme la vôtre, madame, qui ont des informations, des propositions à faire. Donc tout ça, ça nous permettrait d'avoir un ensemble de petits sous-projets pour lesquels on a un objectif, on a un porteur, on a une évaluation de moyens nécessaires, on a des priorités, on a aussi une évaluation des publics, des modèles économiques. Et tout ça, si on arrive à le regrouper, on peut après répondre à différents appels à projets, différentes sources de financement. Donc là, on a mis un peu au hasard, pas au hasard, mais presque, des nombres d'annéums pour faire le travail. Donc, par exemple, dans ce second point, si on travaille un peu par secteur, que c'est un projet sur 4 ans, qu'on veut mettre une personne ou une demi-personne par secteur, ça fait vite 10 annéums. Ensuite, la création des nouvelles formations. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire par réassemblage de choses existantes. Alors, on a un collègue ici qui utilise son expression favorite. Il dit, moi, depuis 5 ans, dans le domaine de la géomatique, j'ai pondu ou j'ai créé des perles. Et je suis assembleur de colliers de perles pour répondre à des demandes spécifiques de tel ou tel public, tel ou tel organisme. Donc, il y aura de la création ex nihilo, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui consistent à réassembler ou à adapter des choses existantes. Ensuite, il y a cette idée de faire un guichet d'accueil. Alors, est-ce que c'est 1 ou 2 personnes, mais qui soit capable de répondre vite à des sollicitations, à des demandes de formation, en sollicitant un réseau d'organismes pour voir s'il existe des choses. Ensuite, si nécessaire, analyser la demande, voir si c'est possible de créer quelque chose avec un modèle économique qui tient la route. Et puis, ensuite, de savoir qui va développer la formation et la faire fonctionner. Et alors là, ça va dépendre sans doute du domaine. Ensuite, il y a toute une série d'actions sur la réglementation, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de contraintes qui empêchent le développement du numérique. Ne serait-ce que les organismes financeurs imposent aux gens qui suivent des cours des contraintes en termes de nombre d'heures, de délai, de durée de la formation, etc., qui sont incompatibles avec le numérique. Donc là, il faut faire glisser les choses. Il y a un gros travail. Alors, il y a des contraintes au niveau des collectivités, conseils régionaux en particulier, au niveau des pôles emploi, au niveau... Après, il y a toute l'accréditation par les organismes, la reconnaissance des formations dans le compte personnel de formation. Alors, il y a un jeu un petit peu étonnant, c'est que pour faire accréditer une formation pour le compte personnel de formation, il faut qu'elle ait 3 ans. Et avant... Cette formation doit faire ses preuves, mais les gens qui vont la suivre ne seront pas financés. Donc, qui va s'y inscrire ? Enfin, il y a un problème de poule et l'œuf, là. Donc, il faudra trouver des solutions. Alors après, il y a un problème de coordination globale. Je pense qu'il est hors de question de créer une structure qui gêne ou qui fasse concurrence ou qui même soit inutile. Par contre, si on veut faire quelque chose qui soit un peu cohérent, il faut surveiller ce que chacun fait pour éviter des concurrences, faire de la complémentarité, de la mutualisation. Après, il y a un problème de communication. Si on veut que les choses se développent, il faut afficher ce qu'on a réussi à faire dans le cadre de ce colloque, et tout ça, ça a aussi un coût, donc des sous.
Alors, les tâches à court terme, c'est d'abord définir les partenaires, ceux qui ont envie de participer, et pour chaque partenaire, quels apports, quels acquis techniques, méthodologiques, formations existantes, etc. Quels apports en nature, parce que dans beaucoup de financements, vous savez que les organismes financent une partie, et il faut toujours faire des apports en nature en contrepartie. Donc ces apports en nature, c'est en fait des personnes qui travaillent déjà plus ou moins dans le domaine et dont on peut valoriser le salaire. Ensuite, il faut raffiner un peu les sous-projets. On a eu ce matin toute une série de suggestions. Il y en a beaucoup d'autres d'ailleurs. Donc il faut structurer ça. Alors après, dernière étape, c'est d'étudier les différents types de financement possibles pour accumuler ce fonds d'investissement commun. Il y a le PIA 3, c'est cet été, probablement. Il y a l'Europe, FEDER, Interreg et autre chose. Bon, collectivité, le CGET nous a déjà aidés financièrement et il est prêt à nous aider à faire d'autres expérimentations. Alors lesquelles? Ça, c'est un peu à vous à proposer. Ensuite, il y a le travail qui consiste à construire les dossiers de réponse à des appels à projets. Alors, on a la chance d'avoir un consultant à Paris qui nous a déjà aidés dans 5 projets, je crois. Il y a un projet des médecins, il y a un projet sur les jeux sérieux, il y a le projet Utop et Sonate, je ne sais plus s'il y en a d'autres. Et dans tous les coups, on a gagné. Donc ça veut dire qu'il est vraiment très bon. Donc on lui donne des idées, on lui donne des partenaires, on lui donne des petites notes sur les différents aspects du projet, et il nous construit un projet qui en général passe la rampe, ce qui est assez étonnant, mais bon. Donc il est prêt à le faire. Souvent il accepte qu'il soit payé moitié avant le projet et moitié en cas de réussite. Donc c'est un moyen de faire diminuer la note. Voilà. Alors, on peut se poser la question, c'est quoi un partenaire, hein? Avant qu'un organisme dise je suis partenaire, ça vaut la peine de le définir. Donc, c'est un organisme qui est intéressé à apporter des acquis utiles au projet, donc il y en a un peu, et à faire des apports en nature. Alors, on sent bien que les apports en nature, ils sont liés à sa surface, hein, et une association de 4 personnes ne va pas faire le même apport en nature potentiel que Orange. Je crois que mon ami Patrice Abolin est là, non ? Donc il n'a pas la même surface qu'une association de 3 personnes, évidemment. Après, c'est quand même un organisme qui est prêt à prendre en charge, avec évidemment le financement qui va avec, des sous-projets qui peuvent être tout petits, hein, explorer un secteur, évaluer un marché, ou peu importe, et puis qui est prêt à jouer un peu collectif. Alors, on s'est aperçu dans Utop que si les gens acceptent ce jeu, on a une dynamique collective qui est impressionnante. Moi, je suis marqué par la réussite de notre projet Utop et j'ai envie de rejouer le jeu à titre personnel, hein. Moi, je suis bénévole, je suis en retraite, je vise rien. Donc, c'est simplement que je trouve que c'est intéressant de travailler comme ça. Et puis qui serait représenté au comité de pilotage du projet. C'est ce qu'on a fait dans Utop. Tous les partenaires sont dans le COPIL et c'est lui qui décide des orientations du projet, des priorités, des affectations de moyens. Voilà comment on voit les choses. Alors ceci étant, c'est une proposition. On est largement ouvert à toute suggestion. Alors pour les sous-projets envisagés, tout ce qu'on a reçu, on l'a mis sur on dirait une plateforme de co-construction qui s'appelle Agora, qu'on a mis en place. Alors, si vous avez des informations à mettre, ajoutez-les. Et si vous êtes intéressé à voir ce que font les autres, allez voir. Donc, on a classé ça par sous-groupe ou sous-espace, si on veut, sur les collectivités, les entreprises, les métiers tourisme et de la montagne, les publics empêchés, la santé, sportive, développement durable. Et je crois qu'il y en a un autre qui est universitaire, parce qu'il y a peut-être des choses qui intéressent plus spécifiquement les universitaires. Alors voilà un autre exemple, un dernier exemple de territoire isolé, qui est à la fois une île et quand même un peu des montagnes, avec des petits villages. J'y suis allé l'été dernier, donc sur les îles Lofoten en Norvège. Donc des petits villages extrêmement isolés, mais déjà incroyablement évolués au point de vue outils informatiques, communication, formation à distance. J'ai été impressionné. C'est des petits bleds de 200 habitants qui sont assez éloignés les uns des autres. Mais bon, la Norvège, il a une dynamique sociale qui est impressionnante. Alors, ils ont des sous, c'est vrai, mais je pense qu'ils ont aussi un esprit très pionnier, un peu comme les Québécois. Quand il y a une nouvelle idée, on l'essaye. Si ça marche, on continue. Si ça ne marche pas, on la jette et on fait autre chose. Alors qu'en France, on a tendance à
attendre que quelque chose ait fait ses preuves pour commencer à s'y intéresser. Donc il y a un problème. Donc voilà.